Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, laissez-moi vous narrer une nouvelle histoire vécue telle qu'elle est racontée sur le blog de Bernard Werber sur son site officiel. L'histoire que je vais vous narrer aujourd'hui a été publiée le 3 mai 2018 et elle s'intitule « Comment j'ai découvert à 13 ans le yoga ». Histoire réellement vécue numéro 12. Elle commence ainsi. Je me souviens, c'était lors d'une colonie de vacances à Hyères, un an avant le tour de la Corse en vélo, raconté dans l'histoire numéro 6. J'avais 13 ans. J'avais repéré un autre adolescent qui me semblait encore plus solitaire et bizarre que moi. Ce qui m'avait surpris, c'était son calme, son sourire quasi permanent, la lenteur de ses gestes, et une sorte d'altitude flegmatique et douce qui semblait le rendre inatteignable par aucun souci. Je ne sais pas quel est ton truc pour être aussi cool, mais je veux bien que tu me l'apprennes, lui dis-je. Mon truc, c'est le Raja Yoga, m'a-t-il répondu. C'est du yoga? Non, c'est mieux que du yoga, c'est le yoga royal. Je pratique cela tous les jours. J'ai un professeur à Paris, André Van Lisbeth, qui me donne des cours, 1 heure le matin de 7h à 8h et 1 heure le soir de 18 à 19, avant et après les cours, quoi. Cet adolescent se nommait Jacques Padovani. Si tu veux, tu n'as qu'à lire ce livre, J'apprends le yoga. Il explique déjà pas mal de choses. Plutôt que de le lire, je préférerais que tu me l'apprennes en direct. Est-ce possible? Ok, mais cela démarre demain et il faut se lever tôt, à 6h du matin. Pourquoi si tôt? Pour assister au lever du soleil, bien sûr. Et à 6h, alors que tout le monde dormait encore dans les tentes de notre colonie d'hier, Jacques Padovani me montra comment il procédait. Il se mit face au soleil et après avoir effectué quelques étirements, effectua sa position du lotus. Là, il restait immobile, le dos droit, les yeux fermés. Sa respiration se fit de plus en plus lente jusqu'à devenir complètement imperceptible. À un moment, je vis un moustique qui était posé sur sa paupière et qui lui enfonçait son dard dans la fine peau qui recouvrait son œil. Il n'eut même pas un frémissement. Il se passait vraiment quelque chose d'étonnant que je ne connaissais pas et qui m'intéressait. Enfin, au bout de 20 minutes, il rouvrit les yeux. « Comment tu nommes ça ?» questionnai-je. « Disons de la méditation yogi. »« Et tu fais quoi au juste ?» ?»« Je ralentis mon cœur et je fais le vide. »« Et après ?»« Après, mon esprit quitte mon corps et vole dans l'espace. » Comme ça, juste en étant immobile. Et en ralentissant mon cœur, oui. Une fois que tu es dans l'espace, tu vas où? Partout. Je n'ai plus aucune limite. Je veux faire pareil, dis-je aussitôt. Tu peux m'apprendre? Il commença par m'enseigner à bien respirer. On croit tous qu'on sait respirer, mais on respire mal.
uniquement avec le haut du corps, épaules et thorax. Or, la vraie respiration part du ventre et elle est plus profonde. Ensuite, on accorde de l'importance à la manière d'inspirer, mais ce qui est important, c'est la manière d'expirer. Plus on vide les poumons, plus on peut se détendre. Jacques Padovani m'apprit à respirer en profondeur, en décomposant une narine, puis l'autre. Les jours suivants, il me montra qu'il se nettoyait le nez avec un fil qu'il passait entre les deux narines et m'incita à mettre du citron dans mon nez pour le nettoyer plus efficacement que par le simple mouchage. Après m'avoir appris à respirer par le ventre, il m'expliqua comment fixer mon attention. Il décida dans notre tente un rond noir au feutre sur la toile et je devais rester le plus longtemps possible sans ciller. Je finis par voir des flammes autour du rond noir et puis j'arrivais à oublier tout ce qui existait autour du rond. C'était un premier effet magique de la concentration sur le cercle. Après la respiration et la concentration, Jacques Padovani m'enseigna à prendre conscience de mes propres battements de cœur. Un vrai maître yoga peut diriger les battements de son cœur pour les faire accélérer ou ralentir. Ainsi, d'une certaine manière, il contrôle son horloge interne. On peut arrêter volontairement son cœur juste par la volonté. Eh oui. Et tu sais le faire, toi? Il hocha la tête en signe d'affirmation. Cela m'impressionnait d'autant plus que je me rappelais de mon grand-père qui était mort en réclamant qu'on le laisse mourir. En maîtrisant mes battements cardiaques, je pouvais décider d'arrêter le roman de ma vie, où que je sois, même si des médecins voulaient pratiquer sur moi l'acharnement thérapeutique, contre ma volonté. Je pouvais me suicider seul, sans le moindre objet ni produit. La sérénité de mon ami était contagieuse, je finissais par devenir plus détendu et plus attentif. Il m'apprit à accomplir le maximum de gestes de la vie en pleine conscience. Cela signifiait penser renifler les plats avant de les manger, mâcher longtemps, sentir l'aliment qui descend dans mon tube digestif, marcher en percevant le contact du sol sous mes pieds, respirer en sentant l'air entrer, gonfler mes poumons et sortir par mes narines. Fixer mon regard sur un élément du décor et analyser l'image par ses formes et ses couleurs, comme si c'était un tableau, sans hiérarchiser l'importance des éléments formant ce tableau. Ensuite, il m'apprit à méditer proprement dit avec lui à 6 heures du matin, face au soleil levant. Tu te mets en position du lotus ou en tailleur, si tu n'y arrives pas, et tu essayes de faire le vide dans ta tête. Au début, tu seras assailli de pensées comme des nuages, et puis tu imagines le vent qui pousse ces nuages jusqu'à ce que le ciel soit entièrement dégagé. Jacques Padovani pensait que j'étais prêt à l'expérience suivante. Tu ralentis encore ton cœur avec ta pensée, puis maintenant tu sens tout ton corps devenu comme un objet lourd et immobile. Visualise ton esprit comme un petit nuage blanc dans ton crâne qui va sortir par le sommet et tu vas pouvoir te contempler de l'extérieur. Tu y es? Au début, cela ne marchait pas, puis cela a fini par fonctionner, ou tout du moins, j'en ai l'impression. Oui, enfin, il me semble. Sors encore plus avec ton esprit de ton corps et regarde-toi, comme si tu étais en face.
J'eus l'impression que cela fonctionnait. Ensuite, sur ses conseils, mon esprit sortit complètement du corps. Je me regardais de l'extérieur et d'en haut. Puis, je volais de plus en plus haut, observant Jacques et moi comme deux types immobiles, tout en bas. Je montais au-dessus des oiseaux, des nuages, des avions. Je voyais la ville d'hier, puis la France d'en haut. Je rejoignais la limite entre l'atmosphère et le vide de l'espace. Je voyais la terre d'en haut, et là, accompagné par l'esprit de Jacques, je voyageais avec mon propre esprit dans le vide sidéral pour voir d'autres planètes et d'autres étoiles. Après une petite promenade dans le système solaire, nous sommes rentrés. Y suis-je arrivé ? Malheureusement, il n'y a pas de détecteur de décorporation, donc je ne pourrai jamais en parler avec certitude. Probablement, j'avais tellement envie que cette magie puisse exister que je l'ai imaginée. Ce fut une sorte de rêve éveillé. Peu importe. Ce fut bien agréable et cela m'apporta de nouvelles perspectives. Ainsi, j'accédais, grâce à ce jeune maître yogi de 13 ans, à de nouveaux défis pour le reste de ma vie. Maîtriser mon corps puis mon esprit au point de pouvoir voyager dans l'espace. Avec Jacques, nous avions de longues conversations. L'un des trucs que j'ai compris dans sa philosophie peut se résumer à une phrase. Pas de désir, pas de souffrance. Selon lui, ce qui nous fait souffrir, c'est de vouloir des choses. Ensuite, soit on ne les obtient pas et on est frustré, soit on les obtient et on est déçu et l'on veut obtenir autre chose d'encore mieux. Et plus tu as ce que tu veux, plus tu as de désir. Au final, tu es tout le temps frustré, dans un cas ou dans l'autre. Vivre sans désir, c'est triste, dis-je. Non, c'est la libération. Si tu ne désires rien, tu n'es ni déçu ni frustré. Tu es porté par la vie et par ton aventure. Tu apprécies ce qui t'arrive, tu t'émerveilles de tout ce qui est nouveau, sans juger, juste en essayant de comprendre comment cela marche. Pas de désir, pas de souffrance. Mais cela doit être bien triste, une vie sans rien désirer. Tu n'as pas envie, par exemple, d'avoir une petite amie ? Je posais la question car à cet âge déjà, avoir une fiancée me semblait un objectif majeur à atteindre le plus rapidement possible. Il sourit et déclara « Si, mais cela ne sera ni du désir ni de la possession. Nous nous retrouverons et nous vivrons côte à côte. C'est tout, nous échangerons par la parole et par nos énergies, et cela sera suffisant et déjà très apprécié. » Je n'étais pas du tout convaincu par cet argument. Je crois que pour l'instant, je préfère encore avoir du désir, même s'il est accompagné d'un peu de frustration. « Comme tu veux, » dit-il avec son sourire calme. Les asanas ou postures de yoga étaient ce qui m'intéressait le moins. Par contre, c'était sa décontraction, son flegme, sa philosophie de vie qui m'impressionnait. Rien n'avait l'air de le surprendre ou de le contrarier. C'est comme s'il avait décidé d'être à l'aise dans ce monde et celui-ci le lui rendait bien. Un matin, alors que j'allais le rejoindre, un type s'interposa sur mon chemin. « Où tu vas comme ça ?» C'était Franck, un garçon de notre âge qui était connu pour être champion de karaté. Il était accompagné de 2 de ses copains, très costauds eux aussi. « Qu'est-ce que ça peut te faire ? Laisse-moi passer. »
Qu'est-ce que tu fous avec Jacques? Vous avez l'air bizarres tous les deux. Il est ton gourou et tu es son disciple. J'essayais de passer pour contourner cet obstacle, mais il m'attrapa et me jeta violemment par terre. Il faut que vous arrêtiez. Je ne sais pas ce que vous faites, mais il faut que vous arrêtiez car ça énerve tout le monde. Franck me plaqua sa main sur la gorge et fit mine de vouloir m'étrangler. Je tentais de me débattre, mais il était plus grand, plus lourd et plus costaud. « Tu as compris, arrêtez ça tout de suite !» Je me relevai et arrivai à rejoindre Jacques et lui racontai l'incident. Cela ne sembla ni le surprendre, ni l'inquiéter. « Pourquoi Franck m'attaque-t-il et pas toi ?»« Parce que toi, tu es à mi-chemin de ton évolution. Tu as quitté leur système ancien et tu n'es pas encore dans le nouveau. Du coup, tu es vulnérable, comme la chenille qui se transforme en papillon. Elle a un temps de transition où n'importe quel oiseau peut simplement l'accueillir et la manger. Quand on change d'état, quand on se transforme, on est plus fragile. Tu viens de le vérifier, mais cette étape est nécessaire et puis maintenant tu le sais. Lorsque tu as appris quelque chose d'important, cela énerve les ignorants qui sentent que tu as un truc en plus qu'ils n'ont pas. Franck ne m'attaqua plus, mais se contenta de me faire des signes de menace en ricanant et en me montrant son poing fermé de loin dans la cantine. Jacques le vit, comprit et m'expliqua. La pire chose que tu puisses faire à quelqu'un est de ne pas t'intéresser à lui. Franck veut juste que tu le regardes et que tu penses à lui. Sache que souvent les gens agressifs envers toi ne veulent juste que tu t'intéresses à eux. À sa manière, il est amoureux de toi, mais il ne sait pas comment l'exprimer. J'éclatai de rire et faillis avaler de travers. Ouais, regarde-le, il veut que tu t'intéresses à lui avec ses grimaces et ses menaces. Si tu l'ignores, il sera frustré. Pose-toi toujours la question pourquoi les gens se comportent d'une certaine manière. Qu'est-ce que cela leur rapporte personnellement? Jacques Padovani poursuivit son enseignement et je l'écoutais avec attention. Nous effectuâmes encore 2 envols en voyage astral. C'était probablement uniquement le fruit de mon imagination, mais c'était très agréable de sentir son esprit sans limite. Je me montrais de plus en plus en demande de toute information sur son yoga. Il me fit prendre conscience que tout ce qui vivait était connecté et qu'on pouvait se brancher sur l'énergie de vie des autres, qu'ils soient humains, animaux ou végétaux. Ce que les Indiens nomment prana est l'énergie de vie qui parcourt l'univers et la source de toutes les forces. D'ailleurs, on peut l'apercevoir, la recevoir ou même la donner aux autres. Jacques Padovani pouvait rentrer dans son ventre jusqu'à ce que cela forme une cavité qui semblait toucher sa colonne vertébrale. Cela sert à masser les intestins. Si tu arrives à vraiment rentrer ton ventre, tu ne seras plus jamais constipé. Je rentrai mon ventre avec difficulté. Je me mis à respirer de plus en plus lentement et amplement. Je sentais l'énergie dans l'air qui entrait dans mes poumons. J'eus l'impression de réussir parfois à ralentir mes propres battements cardiaques par simple volonté. Jacques Padovani me montra un truc. Il arrivait à rester au fond de la piscine en position du lotus sans remonter. Comment est-ce possible? Le corps se met automatiquement à flotter en surface, il me semble. Eh bien, justement, c'est l'air qui le fait monter, mais en vidant bien complètement ses poumons, on peut rester au fond, comme un sous-marin. Mais comment respire-t-on alors? Eh bien, on ne respire pas.
Le corps sait faire cela, vivre quelques dizaines de secondes sans air. En fait, je m'apercevais que je ne connaissais pas mon corps, ni ses possibilités, ni ses limites. À la cantine, Jacques Padovani ne mangeait pas de viande. C'est du cadavre d'un animal qui a souffert, disait-il. Jacques Padovani s'amusait de mes maigres progrès et puis arriva le jour de la fin de la colonie de vacances. « Toi, tu vas rentrer à Paris et moi à Toulouse. Comment je fais pour continuer à apprendre ?» questionnai-je. « Soit tu viens à Paris suivre les cours de Van Lisbeth, soit tu lis son livre, soit tu trouves une école de Raja Yoga à Toulouse. » N'ayant que 13 ans et ne pouvant décider de quitter ma famille sur un coup de tête, j'achetai le livre, m'inscrivis dans une école de Raja Yoga. Là, je tombai sur une classe uniquement remplie de femmes esselées et sexagénaires. J'étais le seul homme et le seul jeune. À la fin du cours, elles s'échangeaient des tisanes et des recettes de cuisine, mais le cours lui-même n'avait aucune dimension spirituelle. Cela consistait juste à faire une sorte de gymnastique à base d'étirements douloureux. Le professeur nous disait « Je sais que cela fait mal aux articulations et aux muscles, mais essayez de tenir la position en respirant et en n'y pensant pas. » Où était le branchement sur l'énergie de l'univers, la maîtrise du souffle du cœur, la décorporation qui permettait de faire voyager son esprit dans l'espace? Je cherchais une autre école de Raja Yoga qui s'avéra tout aussi décevante, puis une école de Hatha Yoga. Je fus de plus en plus déçu. Ce qu'il nommait yoga n'avait rien à voir avec l'enseignement de Jacques Padovani, ce n'était que de la gymnastique pour dames oisives. Je testais ensuite d'autres écoles de zen, de méditation transcendantale, mais ne tombais chaque fois que sur des professeurs qui me semblaient attachés au rituel, à la forme. Il faut répéter 600 fois le mantra dans sa tête pour atteindre la libération de l'âme, me dit l'un. Et je lui répondis que j'y arrivais juste en fermant les yeux. Et lui me répondit que j'étais bien prétentieux et qu'il me faudrait attendre 5 ans d'enseignement dans son école pour espérer approcher d'un tel talent. Aucun cours n'avait la dimension spirituelle que m'avait montré Jacques. Je finis donc par renoncer. Je ne revis jamais Jacques Padovani, mais son enseignement m'inspira bien plus tard l'écriture des Thanatonautes, roman où les personnages pratiquent des décorporations pour aller explorer l'espace à la recherche du paradis. L'histoire de ma rencontre avec Jacques Padovani connut pourtant un épilogue étrange. 30 ans plus tard, alors que je donnais à Versailles une conférence sur les Thanatonautes, un petit monsieur rondouillard aux cheveux blancs se présenta à moi et me dit cette phrase étonnante. « J'ai adoré les Thanatonautes, cela a changé ma vie et pourtant, je suis à fond dans la spiritualité. Je me nomme André Van Lisbeth. »« Vous plaisantez ?» m'exclamai-je. « Vous êtes le André Van Lisbeth qui a écrit « J'apprends le yoga » ? En effet, vous me connaissez ou vous connaissez mes ouvrages ? Mais en fait, c'est à vous indirectement que je dois tout. C'est en effet un de vos élèves, Jacques Padovani, qui m'a, à 13 ans, fait découvrir d'un coup la spiritualité, non plus intellectuelle, mais vécue dans le corps. Il m'a appris à respirer, à faire les choses en pleine conscience. Il m'a même appris à rester immobile au fond de la piscine sans remonter. Il me regarda avec un sourire bienveillant, semblant ne pas comprendre ce que je disais. Alors, j'insistais. Jacques Padovani, vous vous rappelez forcément de lui.
Un garçon châtain clair, souriant, avec des grands yeux bleus. Il avait beaucoup de distinction, une sorte de manière de se tenir droit comme ça. Il afficha un air désolé. Vous savez, j'ai eu tellement d'élèves, je ne peux pas me rappeler de tous les noms. Mais enfin, lui, il était quand même spécial, il avait 13 ans. Et alors que moi aussi, j'avais 13 ans. Il m'a tout appris, il avait un tel charisme. Il était quand même très impressionnant. André von Lisbeth me fixa, avec gentillesse. Poliment, il fit semblant de chercher dans sa mémoire, regretta de ne pas se rappeler de cet individu qui semblait pour moi si important. Il inspira et sourit encore plus largement. J'ai tellement aimé les thanatonautes, vous savez, pour moi, vu mon enseignement yogi, ce que vous avez mis dans ce livre, ce n'est pas de la science-fiction, c'est juste ce qu'il se passe réellement. Notre âme vole et monte dans le continent des morts où elle est pesée. J'y crois. Pourriez-vous avoir l'amabilité de me faire une dédicace sur cet exemplaire personnel ? Il me tendit mon livre ouvert à la première page. Je me souviens. Je tenais le feutre, je le regardais encore, cherchant un secret caché derrière ce regard. Puis, incrédule, je dessinais comme à mon habitude un ange qui tenait une étoile dans sa main. Et je signais. À André von Lisbeth, qui est indirectement à l'origine de tout ce que j'ai découvert et écrit en spiritualité, par le biais d'un de ses élèves, Jacques Padovani. Merci. Bernard Werber.